Il est en cette vie un étrange personnage dont on ne sait trop que penser. Ainsi devant Potentat qui, de par sa bizarrerie, s'expose aux jugements les plus divers, c'est le destin. Quand de grandes entreprises humaines sont menées avec toute l'énergie possible et accompagnées des plus grands espoirs, quand un navire de guerre prend la mer, cet hurluberlu trouve bon de ne point souffler. Il est comme emporté par le vent et demeure introuvable. Or, il se plaît peut-être à divertir un enfant qui pousse sa barque dans une mare. Pour lui, il rit de la surface de l'eau. Il exauce chacun de ses vœux, laisse un vent favorable conduire la barque jusqu'à l'autre rive, lève une brise contraire et la ramène au port. Pour lui plaire, il roule des vagues hautes comme des maisons, met l'équipage du navire en détresse, puis le sauve de nouveau. Bref, l'enfant fait du destin ce qui est le vœu. L'on serait tenté de croire que partant parfaitement calme, aucun moulin ne marche. Pourtant un conte nous parle d'un moulin qui, néanmoins, tournait. Le héros de ce conte, n'ayant pu s'expliquer ce phénomène, rencontre à plusieurs milles du moulin en question un homme corpulent qui, avec un flegme parfait, met son doigt sur une narine, souffle de l'autre, mais souffle sur cet unique moulin. Tel est le destin, non sans humour, ni non plus sans une certaine bonhomie. Plusieurs se sont sans doute, comme moi, étonnés de ce qu'un ouvrage comme Ou bien ait, parmi le grand public, provoqué une certaine sensation faite de sympathie, qu'il ait été lu, voire acheté. Je l'avoue, j'en fus surpris le tout premier, et pour ma part j'attribue tout cela au destin. Cette idée ne me rend pas ingrat, au point de m'estimer quitte de ma dette envers le bienveillant public, car si le livre s'est lu, ce n'est pas le fait du destin qui l'a plutôt fait acheter. J'attribue tout cela au destin et suis en conséquence assez circonspect pour n'en tirer aucune conclusion. Le destin, en effet, est un personnage fort susceptible, il faut s'entourer des plus grandes précautions en sa compagnie. Aussi ai-je toujours cherché à rester de pied ferme face à lui. Si je le rencontre en chemin, s'il prend soin de moi, soit je le remercie, quand bien même je préférerais remercier un homme. Mais je ne quitte pas ma route d'un pas pour aller à sa rencontre dans la rue suivante. Et je ne me cramponne pas non plus à lui quand il s'en va. Si j'avais su ce que nul ne se serait soucié de cet ouvrage, que pas un ne l'aurait lu, pas un seul acheté, il n'en aurait pas moins paru. Je nourrissais un autre espoir à son endroit. Il se trouverait peut-être, de temps à autre, pensais-je, quelques jeunes lecteurs qui me feraient l'authentique plaisir de lire le livre pour son propre profit. Et même si j'avais cru devoir abandonner cet espoir, l'ouvrage aurait néanmoins paru. S'il a été lu, j'en rends donc grâce au destin, dans la seule mesure où sa sagacité a su inventer différents moyens propres à en permettre la lecture. De cette lecture elle-même, je remercie le lecteur. Et d'autant plus volontiers que, j'en suis persuadé, elle répond aux vœux des auteurs anonymes. C'est pourquoi le lecteur, je n'en doute pas, aura relevé une incorrection dans ce livre, observant qu'on y accomplit un mouvement impossible à effectuer, du moins de cette manière. L'assesseur l'a certainement lui-même remarqué, je ne puis croire autrement. Sa tâche consistait uniquement à délimiter une conception d'ordre éthique. Pareille défaillance était donc inévitable et je le soupçonne plutôt d'avoir cherché à la dissimuler à la faveur de sa conception. Mais je n'ai pas besoin d'en informer le lecteur fort capable de contrôler un auteur en refaisant à son tour les mouvements effectués par ce dernier, méthode qui permet de découvrir un continent s'il manque une instance intermédiaire.
Il est impensable qu'une telle défaillance échappe à l'œil exercé des critiques. C'est pourquoi je vois dans le silence total qu'ils observent à cet égard une indulgence dont, au nom des intéressés, il me faut leur savoir gré. Ceux auxquels je pense sont le critique anonyme de Forposten, monsieur le candidat Hagen de Fedrelandet et l'honorable inconnu de la revue de Fioni. Je les remercie tous et chacun en particulier pour leur obligeance. Un critique bienveillant est déjà chose rare, mais une telle trinité de critiques tous d'accord, sinon dans l'appréciation du détail, du moins pour donner un accueil favorable au tout, est un fait exceptionnel, certes propre à réjouir les auteurs inconnus du livre. Quant au professeur Heiberg, je n'ose lui donner le titre de critique. Son compte-rendu, ou plus précisément ses appréciations diverses parues dans la Intelligenzblad, avait sans doute seulement pour but d'orienter, et je ne puis que le remercier de sa courtoisie et du service rendu. Lorsqu'en son temps j'eus fait recopier le manuscrit, donné un titre au livre et du coup pris le risque d'influencer l'opinion, lorsque j'eus écrit l'avant-propos, bref, quand tous mes apprêts furent entièrement terminés, il ne me restait plus qu'à penser un peu au décor pour le rendre conforme à ce que j'avais préparé. Un nom est en littérature ce qu'un costume est dans la vie. De même qu'à l'occasion d'une fête, les domestiques de la famille reçoivent eux aussi des habits neufs pour que tout soit en harmonie. De même, il me semblait également nécessaire de trouver un nom adéquat. Certes, quand le destin s'avise de vous faire tomber sur un pareil manuscrit, il y a là du bon et du mauvais. Rien que le fait d'avoir à se donner à soi-même un nom. Quelle chance nous avons d'être baptisés tout petits, d'avoir des parents qui s'occupent de nous donner un nom le plus tôt possible. Que le gouvernement se montre donc sage et paternel en nous faisant hésiter. Plus tard, à changer nous-mêmes notre nom. En aurions-nous reçu un malencontreux, aurions-nous même, l'ignorance du bedeau aidant, reçu un nom absurde. Mieux vaut encore le garder que de devenir mélancolique, comme on le devient incontestablement lorsqu'il faut soi-même choisir. Peut-être sombrerions-nous dans une mélancolie si profonde que nous nous verrions exposés à une chose qui, d'habitude, n'arrive jamais à personne. Mourir sans laisser de nom pour n'être pas parvenu à fixer son choix. Le choix d'un pseudonyme s'inscrit dans des limites plus étroites. J'entends bien si, comme moi, l'on se trouve en présence d'une œuvre déterminée dont dépend ce choix. Admettons en effet que, sans avoir une ligne prête, on se livre à une spéculation sur le nom d'auteur qu'il convient d'adopter. L'on n'en finirait sans doute jamais. Pour un éditeur, la chose est plus facile. En effet, un auteur pourrait être tenté de refaire l'ouvrage uniquement à cause du nom, puisque le nom, à cause de l'ouvrage, jusqu'à ce que l'un et l'autre soient nuls et non avenus. Cela ne saurait arriver à un éditeur. Pour lui, l'ouvrage se présente comme un tout parachevé, impossible à modifier, en dépit de tous les changements de nom qui ne sauraient du reste se multiplier, car un éditeur dont la fonction est subalterne doit surtout s'appliquer à être discret. Ce qu'il doit faire, c'est se plonger dans l'œuvre elle-même et par cette immersion, laisser, pour ainsi dire, l'œuvre se baptiser elle-même. J'appelais le livre ou bien, et m'efforçais dans l'avant-propos d'expliquer ce que j'entendais par ce titre. Après m'être familiarisé avec tous les détails, je laissais l'ensemble se regrouper devant moi pour en faire un motif de contemplation, mon propos étant d'amener le lecteur à faire la même chose. Pour ce dernier aussi, ce tout serait apparu comme un sujet unique, divisé de manière disjonctive. Ainsi, le lecteur établissait avec l'ouvrage un rapport personnel et actif. Ce que je souhaitais, et ce à quoi j'avais essayé de contribuer en m'abstenant totalement de toute appréciation sur le plan de l'œuvre, aussi bien, pas plus que n'importe quel lecteur, ne pouvais-je être sûr qu'il y en eût un. Le plan relève de l'activité personnelle, et c'était à mes yeux faire une intervention injurieuse et impertinente
que de vouloir imposer au lecteur ma propre conception. Tout homme connaît dans sa vie une alternative. Comme Charles, lorsque, dans les premières amours, il dit « On a des parents, on n'en a pas ». Scène 12. Sur cette œuvre d'Eugène Scribe, les citations qu'en fait Kierkegaard, voir page 210, numéro 1 et page 218, numéro 1. L'essentiel est là. La durée de la période et la multiplicité des moyens termes sont l'accidentel. Or, l'individu comprendra le plan différemment suivant son degré du développement intellectuel. Le livre n'avait pas d'auteur, car les honorables inconnus restent ce qu'ils ont toujours été pour moi, et pour le lecteur aussi, sans doute des inconnus. Il n'aurait donc pas dû non plus avoir de titre. Aussi bien le titre ne regarde-t-il pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, au cœur de l'ouvrage, qui dit « Le livre s'appelle ou bien, n'affirme proprement rien du tout. Mais si l'on dit l'œuvre est une alternative, l'on produit soi-même le titre. Naturellement, chaque lecteur le fait tout aussi bien que l'éditeur. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'avant-propos laisse le lecteur libre de donner ce nom à l'ouvrage, suggestion dont un éditeur ne se serait guère avisé de son propre chef. Puis il fallut pourvoir au nom de l'éditeur. Il allait de soi que ce choix fut une conséquence du reste et s'harmonisa avec lui. Je décidai donc de choisir un nom désignant moins l'éditeur en tant que personne distincte et réelle qu'un rapport abstrait avec l'œuvre en général. Ce rapport pouvait alors devenir réel, ainsi que le nom, puisque l'individu prêtait le sien au sens danois pour nomen huic operidare, donner un nom à cette œuvre au sens latin. De la sorte, le nom de l'éditeur se trouvait encore regardé à l'intérieur même de l'ouvrage. Le livre n'avait pas d'auteur, pas de titre. Il n'aurait pas dû non plus avoir d'éditeur, mais demeurant en suspens, s'infléchir en lui-même et comme livre, n'avoir pas de rapport fini avec un individu. L'éditeur aurait alors vu une attitude très ordinaire en la sienne propre, même si elle n'avait été adoptée que par un seul, lui excepté. Il s'est considéré comme le premier lecteur du livre, ni plus ni moins. Il s'est donné le nom de Victor Eremita, qui, selon lui, ne devait pas représenter le proprium, nom propre de l'éditeur, mais un appellatium, nom commun, pour le lecteur, même s'il était le seul. Quand ce dernier, de par son activité personnelle, aurait créé le titre « ou bien », viendrait alors un moment où il se qualifierait plus volontiers d'eremita, car une contemplation sérieuse rend toujours solitaire. Peut-être ce moment serait-il suivi d'un autre où il s'appellerait Victor, quelle que soit d'ailleurs sa conception précise de cette victoire. Le rapport d'un éditeur avec un livre peut faire que son nom véritable soit de la plus haute importance. Quand un auteur de renom publie une œuvre écrite par un autre, le nom célèbre est l'absolu. Quand un ouvrage contient des communications et des renseignements relevant de la rubrique « Vérité authentique », un nomen proprium a une grande signification. De ces deux cas, aucun ne s'applique à moi ou à ma situation. Mon nom n'est nullement célèbre. Les auteurs inconnus ne m'ont pas précisément engagé à publier leurs papiers, à leur tour assez indifférents à la catégorie documents authentiques. Compte tenu du caractère particulier de l'œuvre, un éditeur peut vouloir rester pseudonyme, mais pourtant, en la circonstance, préférer définir et conserver sa situation particulière d'éditeur de manière à pouvoir poursuivre, sous le même pseudonyme, la publication d'autres livres. Telle n'était pas mon intention
non plus que ma situation, où pour autant que je puisse en juger, nul signe visible d'une gestation en cours ne s'est manifesté. Le hasard qui me permit d'entrer en possession du manuscrit en question fut d'étrange nature. Ce serait pure folie que d'en supposer une répétition. Soit que je consacre toute ma fortune à acheter de vieux secrétaires aux antiquaires, soit que je projette quelque société anonyme pour spéculer en plus grand sur de vieux meubles. Le manuscrit lui-même décourageait tant toute familiarité. La situation de l'éditeur était à ce point équivoque que celui-ci se devait de disparaître le plus rapidement possible pour laisser la place aux livres qui n'avaient pas d'auteur, pas de titre, pas d'éditeur, mais seulement un lecteur pour éditer lui-même le livre sous le nom de Victor Eremita. Ce que je dis ici, j'y avais mûrement réfléchi, si la nécessité s'en faisait sentir. Je m'étais proposé de donner, tôt ou tard, une explication en ce sens, bien que dans une certaine mesure elle me parut superflue. En effet, le lecteur particulier en qui j'avais mis mon espoir aurait précisément lu de la manière indiquée. Or, la réalité apparut quelque peu différente. L'ouvrage ne passa pas inaperçu. Il fit au contraire un certain bruit. Pendant quelques jours d'affilée, le nom de Victor Eremita marqua plusieurs points. Quelle tentation pour la vanité d'un pauvre cœur! Quelle brillante perspective pour l'homme qui avait la chance de porter ce nom! Il aurait pu renforcer chez les gens un malentendu dont il n'était certes pas responsable en passant pour l'auteur. Il aurait pu souffrir que le beau soleil, la douce température, l'accueil hospitalier, la curiosité empressée lui ôtassent, à force de compliments, son manteau pseudonyme, et se trahir ainsi aux yeux des contemporains, timide comme un tendre secret. Cela s'est déjà vu. Nombre d'auteurs ont cheminé honnêtement sur les trois chemins de l'anonymat, renonçant aux faveurs du monde, aussi longtemps qu'elles furent douteuses. Puis ils se laissèrent découvrir. Et l'auteur, Verschämt, tout honteux, s'empourpra comme un adiomène cherchant en vain où se cacher. Il aurait pu rester incognito, tout en bâclant un petit livre qui lui serait de Victor Eremita, l'éditeur de ou bien. Il aurait pu charger un ami d'annoncer dans le journal « Pour le nouvel an, nous pouvons nous attendre à un nouvel ouvrage de Victor Eremita, l'éditeur de ou bien. » Autrefois, on faisait une annonce pour une naissance. Aujourd'hui, la chose est plus rare. Mais il est d'autant plus courant qu'on la fasse pour le baptême. Ou encore, il aurait pu, s'il avait été incapable de rien inventer lui-même, il aurait pu s'adresser à... Mais loyauté passe tout. C'est pourquoi je n'ai pas cédé à la tentation, mais m'efforce au contraire, en écrivant ces lignes, de prendre congé pour toujours comme Victor Eremita. Ce faisant, j'espère m'acquitter et de ce que je dois à moi-même et de ce que je dois au lecteur qui, vis-à-vis de l'auteur, sinon de l'éditeur, trouverait sans doute leur compte à ce que chaque auteur soit pseudonyme et reprenne dans chacune de ses œuvres tout ce qui concerne l'homme extérieur. La surprise de tomber parfois sur un bon livre quand on ne s'y attendait pas est à mon sens infiniment préférable au rappel d'une œuvre talentueuse par le même talent mais dégénérée, qui n'a jamais été pseudonyme et se sent décliner, devrait aussitôt soit s'arrêter d'écrire, attitude des plus méritoires, soit se dépêcher de devenir pseudonyme. Et ce choc de l'arrêt, ce tournant du point culminant, un auteur devrait s'en apercevoir un peu avant qu'il n'apparaisse au lecteur. Comme il serait souhaitable qu'un auteur aime vraiment les contacts amoureux avec le public des lecteurs, qu'il ait la force d'en conserver dans son âme une image vivante, de le regarder une fois ardente, d'en préserver la responsabilité purificatrice, quelles que soient les tristes protestations de la réalité. Alors son existence ne lui apparaîtrait pas sous le jour du gagne-pain. Il ne demanderait pas qu'on instaure un système d'avancement à l'ancienneté, ni ne s'amuserait comme un Don Ranudo, voire
Holberg, Don Ranudo de Colibrados, ou Pauvreté et orgueil, notamment acte 3, scène 6. Comme un Don Ranudo a énuméré la liste de ses ouvrages chaque fois qu'il en ajoute un nouveau, mais la douleur et la joie accroîtraient sa maturité et sa noblesse en cette existence qu'il mène pour l'incertain, sans pouvoir anticiper sur l'avenir, sans exiger de pension ou d'acompte. Comme il serait souhaitable que chaque auteur possède en lui-même le critique le plus sévère, qu'il aimerait et craindrait plus qu'une femme ne craint son miroir. Il aurait alors un témoin qui lui rendrait témoignage de sa fidélité à l'idée aussi longtemps qu'elle l'aimerait, le visiterait. Il aurait un ami qui aurait le courage de lui donner le coup de grâce si jamais infirme et décrépit. Il avait la tentation de faire accroire que l'idée le visite encore. S'il tolérait lui-même situation indécente, que la jeune muse fila le parfait amour avec le vieillard débile. Il connaîtrait alors une belle vieillesse, oui, à la muse qu'il aimait, parce qu'il lui avait été fidèle, et tenterait de le séduire pour le mettre une fois encore à l'épreuve. Il se contenterait d'adresser ses paroles paternelles. « Ma chère enfant, quel plaisir aurais-tu à me couvrir de honte ou être humilié par ma faute ? Si tu m'as aimé autrefois, divertis-moi un peu comme un enfant dérit d'un vieillard. » La muse le ferait pour lui et n'en l'aimerait que davantage. Elle dirait « Un être humain est bien la merveille de la création. Jeune et beau, il s'inclinait devant moi, admirant et adorant. Maintenant qu'il est faible, il ne veut accepter mes faveurs. La liberté en lui me confond. » Mais ces considérations sont plutôt du ressort des auteurs, et de ce fait, il n'est peut-être guère raisonnable pour un lecteur de s'y livrer, car il lui est impossible de connaître la difficulté de la renonciation et combien il est lourd d'abandonner certaines perspectives, tandis que la jeunesse offre encore la chance humaine, combien il est lourd d'avoir cessé de régner. Si la tentation est trop grande pour que celui qui n'y a point été soumis puisse se l'imaginer, il est pourtant certain que dans tous les cas, la liberté rendra la victoire plus facile et la joie plus ineffable, mais plus certain encore que pareille attitude apportera au lecteur grande joie et bénédiction. Il ne se paiera pas alors de vaines espérances, et moins encore s'attristera en de sombres considérations sur la déchéance des gens de bien, la ruine des grandes entreprises. Mais sans se laisser troubler, il fera ressortir telle œuvre particulière et écartera sans pitié ce qui ne peut le satisfaire, car il ignore de ce qui est le travail dont il ne veut pas. En dehors de tout préjugé enclitique, il s'abandonnera spontanément à l'heure de la surprise, à l'œuvre particulière qui veut n'exercer d'influence que par elle-même. Le lecteur s'en rendra compte, et un éditeur qui n'est ni plus ni moins qu'un premier lecteur le comprendra aussi et conformera facilement son action à ce qu'il a vraiment compris. Si même j'étais l'auteur de cet ouvrage, je me dépêcherais de supprimer le nom de Victor Eremita. En effet, sous l'influence du destin, des contingences nombreuses, de l'approbation des lecteurs, il est devenu autre chose que ce qu'à l'origine il représentait peut-être pour l'auteur lui-même. Or, du fait de ce changement, il donne la mesure de l'auteur, créant chez le lecteur à l'égard d'une œuvre postérieure des exigences où ni l'un ni l'autre ne trouverait son compte. Si après un certain temps, un lecteur venait à dire « N'aurons-nous pas bientôt de nouvelles de Victor Eremita ?» Pareille expectative n'irait pas même chez l'auteur sans une certaine angoisse. Mais si la remarque s'adressait à un éditeur, elle lui semblerait l'expression d'une profonde raillerie. Peut-être penserait-il « Seigneur, que pourrait-on attendre de moi ? Il n'est certes pas étonnant que l'on n'ait pas de mes nouvelles. Je n'ai jamais rien eu à dire. Un éditeur n'a pas grand-chose à faire. Il peut tout au plus rester toute la journée à la maison comme une demoiselle en attendant que le destin veuille bien se déclarer en lui apportant un nouveau manuscrit. Et même cette méthode-là est très fatigante et, de plus, pleine d'incertitudes. Dans ces conditions, il me sera facile de supprimer un nom qui, en fait,
n'a jamais existé. Toutefois, en faisant cette déclaration, je pense à la fois avoir rempli mes obligations envers cet ouvrage et ma fonction et avoir fait mon possible pour prévenir chez le lecteur toute méprise concernant ses propres attentes et ma personne. En même temps, je lui en donne l'assurance. Si jamais il rencontrait le nom de Victor Eremita dans des contextes ou circonstances autres que ceux qui lui reviennent sous la tutelle naturelle d'ou bien, l'auteur n'est pas celui qui, sans doute pour la dernière fois, met sa signature au bas de ses pages et prend maintenant congé sans se confier en sa propre force, mais en mettant son seul espoir dans la logique avec laquelle un lecteur bienveillant voudra parfois, en sa bienveillance, se souvenir d'un éditeur congédié. En tant qu'éditeur, je n'ai négligé aucun moyen, est-il besoin de le dire, pour découvrir de ma propre initiative ces auteurs à moi inconnus. Et en cette occurrence, justement, j'ai vu avec joie le livre faire une certaine sensation, car il est bon de pêcher en eau trouble. Mes tentatives furent-vaines. J'ai pourtant cru quelque temps avoir trouvé une piste grâce à Monsieur le candidat Hagen dans Federlandet, page 9854 en bas. Il me reproche d'affirmer au sujet de A que l'ouvrage ne contient aucun renseignement sur son existence personnelle et sociale. Je n'ai pourtant pas dit cela exactement, j'ai simplement dit que A n'avait pas de nom propre, comme l'assesseur, notoirement connu sous le nom de Wilhelm. Que par suite de ce défaut d'analogie, j'avais préféré intituler les honorables auteurs A et B, au lieu d'inventer moi-même un nom au premier. D'après M. Hagen, j'ai commis là une erreur, et il souligne en particulier le fait que A, en effet, avait élu domicile en notre ville même, à côté d'une pharmacie. En lisant cela, je me suis d'abord senti humilié. Moi qui, 5 années durant, avait vécu dans l'intimité de ce manuscrit, je n'avais pas découvert ce qu'un critique à l'esprit vif despistait en un rien de temps. Je m'étonnais ensuite que M. Hagen n'en fit pas plus de cas. À mon sens, cette indication était susceptible de conduire quelque part. Peut-être pourrait-on, grâce à elle, venir en aide à la mémoire de l'antiquaire. Peut-être pourrait-on dénicher quelque indice auprès de messieurs les apothicaires et surtout de leurs voisins, et ainsi de suite. Cependant, avant de poursuivre dans cette voie, je décidai d'examiner scrupuleusement les papiers de A. Le passage auquel il est fait allusion se trouve indubitablement dans un des Diapsalmata où A, d'après ses propres dires, entend de sa morne chambre jouer le menuet de Don Juan. Celui-ci accompagne les accents dans la cour voisine, laquelle doit être celle d'un apothicaire, puisque celui-ci accompagne les accents enchanteurs en tournant le pilon dans son mortier. Je mets mon honneur à omnem lapidem movisse. Je mets mon honneur à avoir écarté toute pierre pour découvrir les inconnus. Aussi voudra-t-on bien me pardonner d'être un peu prolixe. Je l'avoue honnêtement, le compte rendu tout entier de M. Hagen m'a moins préoccupé que ces quelques lignes, car le reste concerne les auteurs, mais ces lignes, elles, me touchent au point le plus sensible. M. Hagen attire lui-même notre attention sur le fait que A, après avoir enseigné, s'est fait engager dans un théâtre ambulant. Il a également voyagé à l'étranger, je tiens à le rappeler moi-même, voir l'article sur les premières amours. Le Diapsalma en question ne porte aucune indication de date, aucune précision de lieu autre que celle donnée. Comme l'affaire revêt, à mes yeux, la plus haute importance, je m'en voudrais de tenir des propos en l'air. Je me suis mis en 4 pour trouver une autorité susceptible de garantir effectivement la véracité de ce que je vais dire maintenant. Je n'y ai pas réussi, tant les ouvrages de géographie que de statistique me font faux bon. Cependant, j'ai la conviction de détenir la vérité et je prie M. Hagen de me croire sur parole.
Il y a des pharmacies dans la plupart des petites villes danoises. À l'étranger, dans les grandes villes, il y en a plusieurs. Les pharmacies n'occupent pas des emplacements isolés et selon toute vraisemblance, elles jouxtent chacune une cour voisine. Les apothicaires des petites villes danoises, non moins que ceux de l'étranger, font tourner le pilon dans leur mortier tout autant que ceux de la capitale. Si l'on croit cela, soit que l'on se fie à mon honnêteté, soit pour d'autres motifs plus convaincants, l'on découvre alors que cet indice disparaît sans laisser de traces, et que seul reste ce fait indiscutable: un homme ayant voyagé au Danemark et à l'étranger a, une fois, logé à côté d'une pharmacie, et cela au moment précis où, chose curieuse, l'apothicaire faisait tourner le pilon dans son mortier. La suggestion de M. Hagen était donc erronée, et toute ma peine perdue. Mais je lui pardonne volontiers, car sur ce point je suis assez pointilleux pour me soumettre à tout sans hésiter. Mais ce que je ne puis pardonner à M. Hagen, c'est que sans vouloir précisément accréditer chez les gens une idée si injuste, il en fait état, la rendant ainsi publique et de ce fait peut-être séduisante, bien qu'il se propose le contraire, et contribue ainsi indirectement à discréditer les immeubles sis à côté d'une pharmacie. Il raconte en effet que des époux ont versé des larmes de joie parce que leurs femmes et leurs filles n'habitaient pas à proximité d'un pharmacien. Toujours dans le même article, position 98-55. Si certains, au lieu de verser des larmes de joie, ce devraient, semble-t-il, être les époux habitant près d'un pharmacien sans que leurs femmes et leurs filles fussent compromises par ce voisinage. Mais s'avancer à ce point, faire verser des larmes de joie même à ceux qui n'ont pas habité près d'un pharmacien, cela montre bien l'énorme animosité, l'invincible idiosyncrasie qu'éveille chez beaucoup la contiguïté d'une pharmacie. Claironner cela et contribuer de la sorte à donner une large audience à cette impression, c'est nuire à tous ceux qui possèdent des immeubles à proximité d'une pharmacie. C'est ruiner ceux dont la propriété jouxte d'une pharmacie. Je ne puis pardonner cela à M. Hagen. À mon sens, il a péché par légèreté et imprudence. Quant à moi, tout cela me laisse parfaitement indifférent, comme beaucoup d'autres choses, car si ces nobles époux et pères, dont M. Hagen découvre les larmes de joie aux yeux de tous, veulent savoir qui je suis, rien ne s'oppose de mon côté. Ich bin die lebendige Definition eines pragmatischen Geschichtsschreibers, habe kein Vaterland, keinen Feind, weder Weib noch kein, sehe keinen Sold erkennen, keinen Herrn, binde mich an kein Gesetz und bekenne mich zu keiner Kirche. Die Welt ist für mich eine Insel. Juan Fernandez. Je suis la définition vivante d'un historien pragmatique. Je n'ai nulle patrie, aucun ami, ni femme, ni enfant, ne reçoit aucune solde, ne connaît pas de maître, ne dépend d'aucune loi et n'appartient à aucune église. Le monde est pour moi une île. Juan Fernandez. Voilà mon principe moral à votre service. Ma plus haute maxime éthique consiste à considérer toute la vie comme un vieux roman ou une chronique où, tout au long du récit, on n'entend parler que de soi-même. Divertissement sans prix et continuelle surprise. Victor Eremita, 1er mars 1844.